Il est 10h50, merci de nous retrouver ce matin. Je suis très heureux d'être avec vous. L'Instant R, le magazine qui met à l'honneur les meilleurs reportages des 24 rédactions régionales de France 3, nous emmènera dans quelques minutes à Épinal pour suivre des cours de chinois. Ces leçons sont désormais proposées dans certains collèges en France et parfois même dès la 6e, vous verrez. Or, cette semaine de rentrée scolaire, nous poursuivrons notre tour des régions pour faire le bilan des classes dédoublées. Il s'agit en fait de ces classes où le nombre d'élèves est limité à 12. Alors, est-ce vraiment efficace? Eh bien, on fera le point dans ce magazine. Mais tout de suite, on se pose une question que vous vous êtes forcément posée si vous avez des enfants. Quel mode de garde choisir? Faut-il privilégier la crèche, l'assistante maternelle agréée et la nounou à la maison? Eh bien, avec 2 500 000 enfants à garder en France, on est très nombreux à être concernés. Mais que doit-on savoir sur ces modes de garde? C'est l'instant pratique du jour. Confier la prunelle de ses yeux à des gens qu'on ne connaît pas, c'est toujours délicat. En tant que parent, on a envie du meilleur pour ses enfants. Mais concilier leur bien-être, l'aspect financier et les problèmes d'organisation relèvent souvent du casse-tête. Existe-t-il des offres spécifiques? Faut-il privilégier crèche publique ou privée? Comment trouver facilement une nounou? L'instant pratique vous dit tout. Conseil numéro 1, la crèche VIP. Ne vous y trompez pas, ici le mot VIP ne rime pas avec élitisme. Le sigle désigne les crèches à vocation d'insertion professionnelle. Dans ces structures publiques qui accueillent les enfants de 0 à 3 ans, 30% des places sont réservées aux familles en recherche d'emploi ou monoparentales. Ce type de crèche leur permet d'avoir du temps pour faire leur démarche, à l'image de Jennifer. Ça change vraiment le quotidien, ça c'est sûr. Le matin, je l'amène à 10h à la crèche et je la récupère à 16h. Donc c'est vrai que ça me laisse quand même une bonne marge de temps pour aller chercher du travail. Lorsque les mamans viennent me voir et qu'elles me disent « Voilà, j'ai trouvé un travail, voilà, j'ai un entretien d'embauche », ça pétille dans les yeux, ça s'éclaire et voilà. Et c'est là où on se dit que ces places d'urgence, elles sont vraiment utiles. Pour l'instant, 3 crèches en France ont obtenu ce label VIP. Conseil numéro 2, les micro-crèches. Les places en crèche municipale se font très rares. D'où une explosion de l'offre privée et le développement des micro-crèches. Principal avantage de ces structures, elles n'accueillent pas plus de 10 enfants. Étant donné qu'on a un peu moins d'enfants, on prend le temps d'être avec eux de manière plus individuelle, de les connaître un petit peu mieux et qu'eux puissent avoir des repères aussi par rapport à nous. Le bémol des micro-crèches est leur prix, comptez 1 500 € par mois. La CAF prend en charge près de la moitié des frais. Conseil numéro 3, le nounou dating. Qu'elle puisse prendre notre enfant du lundi au vendredi. Le principe, une dizaine d'assistantes maternelles se regroupent dans un même lieu, comme ici à Orléans. Elles accueillent les parents à tour de rôle pour un premier contact qui peut déboucher sur un rendez-vous au domicile de l'assistante. Pour savoir si des nounous dating sont organisés dans votre ville, renseignez-vous auprès du relais des assistantes maternelles le plus proche de chez vous. Vous avez de quoi noter? Alors récapitulons. Si vous êtes parent isolé ou en recherche d'emploi, renseignez-vous sur les crèches à vocation d'insertion professionnelle. Pour une garde collective mais personnalisée, optez pour les micro-crèches et guettez les nounous dating pour trouver l'assistante maternelle de vos rêves. Alors, nous vous avons parlé des gardes à domicile, des crèches, mais vous, avez-vous opté pour une autre solution? Avez-vous d'ailleurs trouvé un mode de garde différent et qui vous convient? N'hésitez pas à témoigner sur la page Facebook de France 3 Toute Région, en vous filmant avec votre téléphone par exemple. Nous diffuserons votre témoignage à l'antenne car c'est aussi ça l'Instant R, un magazine qui vous donne la parole. Alors quand nos enfants sont petits, on se demande quel est le meilleur mode de garde. Et quand ils grandissent, on s'interroge encore, on s'inquiète aussi, cette fois-ci pour leurs études. Quelle langue privilégier au collège? Pour certains parents, l'apprentissage du chinois est essentiel pour l'avenir. À Épinal, il est enseigné dès la 6e. C'est quel mot? 重要, ça veut dire quoi? 什么意思? Ces élèves de 3e sont des pionniers. Depuis 4 ans, ils apprennent le chinois en 2e langue, 3h30 de cours par semaine, durant lesquels vocabulaire et nouvelles expressions enseignées précédemment sont revus. Et puis entraînement à l'écrit. Rien de très original pour la méthode. Reste la langue qui peut s'apparenter à un Everest, pas forcément. Moi, j'ai pas trouvé que c'était spécialement compliqué comme langue. Après, c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de mémoire pour retenir les caractères, mais sinon ça va. L'endroit où je suis le meilleur, c'est à l'oral. Je trouve que c'est plutôt facile. J'aime bien parler à l'oral. Mon point faible, c'est l'écriture.
parce que y a certains signes qu'on oublie au fil du temps et c'est un peu compliqué. Il y a 10 000 caractères en mandarin, dont certains remontent à plus de 1500 ans, mais l'apprentissage se concentre sur les 2000 caractères les plus utilisés. Pas simple pour autant, car chacun d'entre eux recouvre plusieurs nuances ou histoires. Surtout la rigueur et puis la régularité. Puisque en 6e ça va, 5e ça va, mais à partir de 4e, et avec beaucoup de vocabulaire, tout est accumulé, à mélanger, certains ils ont du mal. Donc il faut vraiment s'appuyer sur un travail régulier au quotidien. Shunian, l'enseignante, est la véritable plus-value de ce pari pédagogique. Originaire de Shanghai et arrivée en France en 2006, après des études de finance, elle s'est formée à l'enseignement pour pouvoir lancer cet apprentissage inédit dans les Vosges il y a près de 4 ans. Il y a une grosse tendance à demander le chinois, soit parce que les parents nous interpellaient en disant mon entreprise travaille avec l'Asie et notamment avec la Chine. Et moi, je me suis formé au chinois très tardivement. Donc, est-ce que dans une école comme la vôtre qui porte le bilinguisme, est-ce que c'est vous pourriez proposer une réponse? Et puis en même temps, on n'était pas insensible au fait que le conseil départemental des Vosges était lancé dans un projet Vosges-Chine avec la province de Shandong. Ces élèves pourront faire un véritable bilan de l'apprentissage du chinois quand ils s'engageront dans des études supérieures et pourront envisager éventuellement des opportunités pour l'avenir. Dans l'immédiat, c'est l'originalité, le dépaysement qui les intéresse. Je me suis dit que comme ça, je pourrais, en plus de l'anglais, je parlerai le chinois. Comme ça, je pourrais vraiment parler partout dans le monde comme je veux. Puis, ce qui est bien, c'est que les Chinois, il y en a à peu près environ 1 milliard dans le monde. Et c'est ça ce qui est pratique. Quand je leur montre des reportages sur la culture, ils s'intéressent. Ils regardent, voilà, en silence. C'est vraiment... apparemment, ils sont tous curieux, en fait, par la civilisation, par la culture. Prochaine étape pour ces apprentis sinologues, un voyage scolaire en Asie prévu d'ici 2 à 3 ans. On vient de le voir à l'instant, connaître les bases du mandarin pourra peut-être aider ces jeunes à trouver un emploi plus facilement, à rejoindre pourquoi pas une entreprise qui pratique l'holacratie. Derrière ce mot un peu compliqué, il y a une nouvelle forme de management qui vise à responsabiliser les salariés. De plus en plus de grandes entreprises l'adoptent. La preuve dans le Gers. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. C'est le nouveau credo de Monsieur Bricolage à Auch. Ce magasin a adopté une nouvelle organisation du travail, holacratie. Désormais, le directeur n'a plus de bureau à l'étage, mais il est dans le magasin et si besoin, il met la main à la pâte. Je le faisais, mais beaucoup moins souvent, dans la mesure où j'avais des tâches qui étaient beaucoup plus chronophages, ce qui ne me permettait pas forcément de dégager énormément de temps. Il a aussi tombé chemise et cravate. C'est des signes physiques ou matériels qui n'ont absolument plus rien à voir dans notre organisation. Donc ça, il fallait absolument les enlever. Et après, dans le comportement, surtout dans le comportement, il faut aussi enlever cette image de hiérarchique et qu'on soit plus cela de pair à pair et d'adulte à adulte. Holacratie fonctionne en cercle d'activité et en rôle. Plus de hiérarchie, mais de l'autonomie. Holacratie, c'est un outil d'aide à la responsabilisation. Qui dit responsabilisation nécessite de rendre claires les autorités des uns et des autres. Exemple, cet employé gère désormais son rayon seul, sans attendre une approbation. Si je veux refaire un rayon, une gamme d'un produit, je contacte directement le fournisseur, ce qu'il me propose. Et après, si je suis d'accord, je prends rendez-vous, je passe la commande moi-même. Je n'ai pas à attendre la validation d'un chef. J'en discute avec mes collègues quand même pour voir ce qu'ils en pensent des fois si j'ai un doute, mais après c'est moi seule qui prends la décision. Si certains salariés s'y épanouissent, d'autres sont un peu déroutés. Oui, des fois il y a encore des petits doutes, des choses qu'il faut recadrer parce qu'on ne sait pas trop par quel chemin il faut passer parce que ce n'est pas le chemin classique d'une hiérarchie. Donc des fois on ne sait pas trop à qui poser la question, mais bon en cherchant un petit peu on trouve et voilà, et ça se passe bien. L'holacratie est née il y a 10 ans aux États-Unis. Plus de 1000 entreprises à travers le monde s'y sont déjà converties. Il faut compter entre 6 et 9 mois pour la mettre en place. Ici, la nouvelle organisation a démarré il y a 10 mois. Le magasin d'Auch est pour l'instant le seul dans le groupe Monsieur Bricolage à l'expérimenter. Il a dépensé plus de 3 000 € par salarié et fait appel à cet expert qui vient régulièrement évaluer le dispositif. On s'est habitué à des stratégies qui ne sont absolument pas jugeables.
à attendre que le boss nous dise de faire ce qu'il faut, ou au contraire d'être dans la rébellion, ou à des jeux. Et ces mêmes personnes, quand vous passez un peu de temps avec elles pour comprendre comment elles fonctionnent en dehors de l'entreprise, curieusement, c'est des autres personnes. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une personne ait les mêmes ressources à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise? Ça ne vient pas des personnes, ça vient juste de l'environnement. Et c'est tout le job des managers d'aujourd'hui de changer l'environnement pour que les gens soient aussi bons à l'intérieur qu'ils le sont à l'extérieur. Holacratie, entreprise libérée ou encore Favi. En France, beaucoup d'entreprises modifient leur gouvernance. À Toulouse, le thème de l'innovation managériale a réuni des dizaines de salariés et d'entrepreneurs en mai dernier. Un effet de mode, pas pour ces spécialistes. D'après elle, l'entreprise joue sa vie. Sur une entreprise privée aujourd'hui, elle a une concurrence internationale, ses clients bougent en permanence et ont des besoins permanents différents. Si je fais comme avant en termes de méthode de travail, j'apporte donc les mêmes solutions, donc mes clients, je les perds. Donc je dois m'adapter en permanence. Pour m'adapter en permanence, j'ai besoin moi-même de travailler différemment, donc de déléguer, donc d'être plus créatif. Et les entreprises ne sont pas seules. De plus en plus de collectivités publiques réfléchissent à un nouveau fonctionnement. Et on continue à vous accompagner ce matin. On visitera dans un instant le jardin du Tabor à Rennes, le poumon vert de la ville qui séduit les Rennais et inspire les artistes, vous verrez. On suivra Victor, vous savez, c'est cet enseignant que nous rencontrons depuis lundi, un prof aux méthodes originales, un instituteur qui fait aimer l'école aux enfants et ça vaut bien un portrait. Mais tout de suite, nous restons à l'école pour dresser un bilan, celui des classes dédoublées en CP, ces classes où le nombre d'élèves est limité. Il y en a 5600 cette rentrée. L'idée est de mieux accompagner les élèves et de favoriser leur bien-être. Alors, ça marche ou pas? Eh bien, on fait le point à Marseille avec Amélie Deloy. J'arrive à lire des livres entiers, des fois c'est dur. Je sais déjà lire des livres de contes. J'aime lire l'histoire de la danse. Josette. Sans souci. Exercice d'allitération ce matin-là pour les 12 élèves de la classe de CPB, avant d'entamer l'entraînement de lecture chronométrée. Mentir, attraper, fin gras, cochon, trempé. 11 secondes et quelques centièmes. 11 secondes. Bravo. C'est bon, vous pouvez beaucoup plus personnaliser, individualiser l'apprentissage. Oui, alors c'est vrai que ce dispositif à 12 élèves par classe permet de proposer un accompagnement personnalisé et d'individualiser les parcours pour chaque enfant. Dans la classe d'à côté, Véronique Campigli suit exactement le même programme que sa collègue. Elle a fait le choix depuis 17 ans d'enseigner en CP, une classe primordiale. C'est une année fondamentale parce que c'est l'année où on apprend davantage à lire, parce qu'ils l'ont quand même commencé en grande section, davantage à écrire. Il y a les mathématiques qui se rajoutent, il y a beaucoup d'autres choses, l'écriture est supérieure. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses, c'est central et il faut que l'épanouissement soit complet. Et avec ces classes à 12, ça le permet absolument. Bilan totalement positif. Alors, totalement positif dans la lecture, dans l'écriture, dans les mathématiques. La seule chose que l'on regrette un petit peu, c'est qu'ils ont besoin tout le temps de nous. On a l'impression qu'ils nous veulent pour eux toutes les minutes. Donc peut-être travailler davantage sur l'autonomie des enfants, encore plus que ce que l'on fait. Enfin, le cochon malin va du père du P à son tour une famille de lapins qui s'approche du puits. À quoi ça sert de savoir lire? De savoir lire, par exemple, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je lis. À travailler. Mais ça sert aussi à écrire des histoires. Ça sert à lire des histoires à les petites sœurs et les petites sœurs et les petits frères. Et à bien lire les histoires, par exemple, la princesse. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à lire? Ouais, un peu. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a des mots durs. Dans ces quartiers, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants. Donc notre rôle, c'est de les aider nous-mêmes et de ne pas laisser cette charge à la famille. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir des effectifs réduits dans toutes les classes? C'est sûr que tout le monde aimerait avoir une classe à effectifs réduits pour l'avantage des enfants. Mais est-ce que c'est possible? Ça, je ne saurais pas vous répondre.
Une décision évidemment politique qui implique de recruter davantage d'enseignants, mais aussi de trouver de la place pour pouvoir dédoubler réellement les classes, comme dans l'école Rose Lagarde. Donc je sais qu'il y a des écoles où il fonctionne à 2 enseignants dans la même classe, donc on fait du co-enseignement, ou sinon carrément réduction de classe avec une cloison pour une même classe. Ici, chacun sa salle, même si les 2 CP se réunissent régulièrement pour s'habituer à travailler en plus grand nombre. Mais l'an prochain, ils auront encore un vrai CE1 dédoublé, car l'expérience au bilan très positif a été étendue. Mère de 4 enfants, Miné Irmak mesure la chance qu'a eu Isem, sa petite dernière, d'avoir une classe à effectif réduit. Je vois qu'elle apprend plus vite. Et comme elle est en demande, la maîtresse, elle a beaucoup plus de temps. Et je sais que voilà, au moins elle aura de très bonnes bases pour sa scolarité, pour la suite de sa scolarité. Parce que vous, vos autres enfants, vos plus grands, vous avez connu quel type de classe avec des gros effectifs? À 27, parfois même 28. C'est compliqué d'apprendre dans ces conditions-là? C'est trop, parce que si l'enfant est quand même, si c'est pas un enfant qui arrive à s'exprimer facilement, il se renferme sur lui-même. Et du coup, il n'arrive pas à se mettre, il n'arrive pas à trouver sa place en fait. C'est surtout ça. Allez, tu commences. Dans la famille Oulette Cacheroum, on ne plaisante pas avec les devoirs. Les 2 parents suivent avec attention et satisfaction les progrès de leurs jumeaux, chacun dans un CP de l'école. Moi, j'ai été très surprise, quoi. Très rapidement, en syllabique, ils arrivaient à nous déchiffrer des petits mots dans la rue, sur les boîtes, n'importe quoi, ils arrivaient. L'école joue bien son rôle, elle forme les enfants à l'école, donc effectivement tout le travail est fait pendant l'école. Et le soir, l'enfant, même si il ne fait pas ses devoirs, il n'en aura pas besoin. Dans le sens où vraiment c'est tout acquis. Donc oui, je trouve que c'est assez équitable pour les enfants qui n'ont pas la chance le soir de pouvoir avoir quelqu'un qui peut les accompagner. Des classes portées chaque année par les enseignants et certains laissent des souvenirs à vie à leurs élèves. C'est le cas de Victor à Paris. Cet instituteur part à la retraite et, vous allez le voir, il va manquer à l'école, mais aussi et surtout à ses anciens élèves, à l'image de Mathilde Laban, qui lui a d'ailleurs consacré un reportage. 10 heures, pendant que Victor fait la classe avenue Parmentier, à quelques kilomètres de là, chez lui, 2 vieux complices sont à l'œuvre, prêts pour le dernier coup du maître. Moi, j'ai connu Victor en 4e. Donc, moi je dis plus rien. Hein. Il n'y a plus rien à faire maintenant, c'est fini. Donc voilà, il s'amuse et voilà, il s'amuse. En bon chef d'orchestre, Victor a tout minutieusement préparé, jusqu'à l'accoutrement de ses compères. Calme-toi, Axel. Voilà. Car rien n'est assez bon pour son cochon, l'invité surprise de cette fin d'année. Une loufoquerie en résine et fibres de verre spécialement commandée à un artisan de Haute-Savoie. Mais quelle pitrerie le maître a-t-il encore préparé? Il faut être bien sale. Hein? Une photo de classe maison, allez. Sa dernière. Et attendez, moi aussi, je veux y être. Et clac, c'est dans la boîte. Des photos décalées. Après 41 ans de carrière, Victor en a maintenant une collection. Et ma préférée, c'est peut-être celle-ci. Victor avait donné comme consigne aux enfants de ne surtout pas sourire. Je reconnais ma photo de classe et les noms un à un me reviennent. Sandra, avec qui on est toujours très copines. Lia, avec qui on était très copines. Mon amoureux, mais qui n'a jamais voulu de moi. J'ai aussi retrouvé un carnet que tenait ma mère, où elle racontait, comme dans un journal, mon quotidien d'enfant de 5 ans dans la classe de Victor. 6 septembre. La rentrée a été parfaite. Elle est revenue de l'école disant qu'elle avait besoin d'uriner et de déféquer. Non mais c'est pas possible. Dans 2 jours, Victor quittera l'école. Ses élèves, ses collègues, mais aussi ses fidèles agents de service, les ASEM, des femmes qui ont partagé son quotidien en classe pendant des années. Je cherche toujours à faire plus que plus. On ne l'oubliera pas, lui. Pas du tout.
J'ai été son agent de service longtemps, on est amis en dehors du travail. J'ai vu grandir ses mômes, il a vu grandir les miens, enfin, tu vois. Il y a plus que du travail, quoi. Il y a vraiment de l'amitié, vraiment. Mais bon, il a le droit de s'en aller, il a le droit de prendre sa retraite, il a travaillé tellement ce garçon que mais je veux vraiment le regretter. Vous êtes content? Il est content. Je sais pas, mais on a bien rigolé. Bon, bah, tant mieux, super. Et si tu savais, Victor, comme nous aussi, grâce à toi, on a bien rigolé. Et parce qu'on ne s'en lasse pas, on retrouvera Victor demain dans l'Instant R, la quotidienne des régions, qui vous donne des bons plans, met à l'honneur des personnalités et nous invite aussi à prendre l'air. On va par exemple visiter le jardin du Tabor, qui depuis 150 ans maintenant fait respirer la ville de Rennes, en Bretagne. On y va. En bordure de l'église Saint-Melaine, l'un des points culminants de Rennes, le parc du Tabor offre son îlot de verdure aux promeneurs. Son nom lui vient du mont Tabor de la Bible. Cette colline va se transformer sous le Second Empire selon les plans de l'architecte paysagiste Denis Buller. Avant l'ouverture du parc il y a 150 ans, le lieu n'avait rien d'un havre de paix. Il y a 6 hectares de disponibles. Il y a les bénédictins qui ont été expulsés en 1793 et pendant 3/4 de siècle, les terrains des bénédictins ont été, on peut dire, livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas eu de création de jardins, de parcs, etc. Donc on est dans le contexte en 1864 où 6 hectares attendent d'être domestiqués. Le Tabor répondra à la politique de l'espace urbain en pleine vogue. On aménage, mais on distribue des lieux de bien-être, des lieux, on pourrait dire, hygiénistes, qui vont satisfaire une population qui veut sortir des miasmes de la ville, quoi. L'espace n'est pas dessiné au hasard. Face à l'orangerie, une esplanade avec un jardin régulier à la française. En contrebas, un parc arboré paysager aux allées sinueuses et plus loin un jardin botanique de collection. Autour des plates-bandes d'herbacées rares, 900 variétés de roses et une attention de tous les instants de la part des 16 jardiniers de la ville pour entretenir ce patrimoine. Au printemps, côté jardin, c'est l'heure de changer les compositions florales des mosaïques. Tout un art, un travail au cordeau purement horticole pour obtenir de vrais tableaux avec de nouvelles plantes pour un décor modifié 2 fois l'an. Ici, on est sur un espace où le jardinier est pratiquement un peintre. Donc on va favoriser un nuancier de couleurs qui vont vraiment s'adapter ensemble. Cette année, on va travailler plutôt sur une floraison jaune avec des petites pointes de rouge et puis un feuillage plutôt gris qui va mettre en valeur ce fleurissement-là. Le raffinement du Tabor lui vaut d'être classé jardin de prestige. Les fabriques de l'architecte rennais Jean-Baptiste Marteneau y ont aussi contribué. On lui doit l'orangerie, mais aussi le kiosque rénové il y a peu et une volière où pépit une kyrielle d'oiseaux. Quant aux arbres, ce sont les majestueux ancêtres des lieux. Des essences exotiques savamment réparties. En bosquet, en alignement pour canaliser la promenade ou isolés au détour d'une allée se dressant, superbes, des arbres qui vieillissent. On essaye d'anticiper la mortalité de vieux sujets par la plantation de nouveaux et de jeunes sujets pour que quand ces arbres-là mourront, on aura d'autres sujets plus petits qui vont prendre la place. Notamment les séquoias qui sont ici, qui sont plus petits que bien sûr ceux que j'ai derrière moi, mais ils ont été plantés il y a 3-4 ans pour pouvoir prendre le relais de leurs ancêtres. Le parc préservé comme à l'origine, mais pas dans un écrin. Une partie des pelouses est autorisée au public, chacun y trouvera son coin favori. Et pourquoi pas pour composer des aquarelles dans ce lieu source d'inspiration. Alors c'est les couleurs bien sûr, c'est le vert. Alors tous ces verts qui ne sont pas forcément faciles à mettre en scène parce que quand on regarde le Tabor entre le vert du gazon, le vert bleuté des arbres ou le vert émeraude, il y a une infinité de verts et là c'est un exercice qui est assez difficile. Artiste ou pas, le public ressent ici l'émotion due à la beauté de ce chef-d'œuvre créé par l'un des plus renommés des paysagistes de son temps.
Et si vous voulez aller vous balader dans les allées de ce beau parc, eh bien vous retrouverez pas mal d'informations pratiques sur tabor.fr. Notre tour des régions s'achève, mais on le reprend demain à partir de 10h50 sur France 3 pour dégoter des bons plans et parler bien-être. Notre instant pratique sera par exemple consacré à l'une des grandes résolutions de la rentrée, parfois difficile à respecter dans la durée, celle de faire du sport. Faut-il s'abonner dans une salle ou privilégier le coaching personnel? Eh bien on en parle dès demain. Très belle journée à vous.